Voilà ce que déclare Elon Musk. Il est temps de découvrir ce qui est réellement arrivé aux centaines de milliards de dollars envoyés en Ukraine. Tweet presque digne d'un conspirationniste, on peut le dire, David Collomb. On peut dire plus pragmatiquement qu'il relaye les éléments de langage du Kremlin et qu'il est un agent de désinformation du Kremlin. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre mondiale de l'information qui s'intensifie depuis que le Kremlin double sa guerre d'agression contre l'Ukraine d'une guerre de l'information systématique contre tous les États qui soutiennent l'Ukraine. Il a remporté dans cette guerre de l'information une bataille décisive avec la réélection de Donald Trump, puisqu'on voit qu'aujourd'hui la Maison-Blanche s'allie avec le Kremlin et relaie ces éléments de langage. C'est donc aujourd'hui une période intensive de guerre de l'information. Alors justement, vous êtes spécialiste de ces techniques de persuasion. Quand vous voyez justement ces 50 minutes d'altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, est-ce que vous pensez que Donald Trump ou J.D. Vance, tout du moins le vice-président, a poussé Volodymyr Zelensky à perdre ses nerfs ou juste qu'il s'agit d'un dérapage incontrôlé comme ça? On voit que le début de la conversation était plutôt civil, tout à fait conforme à ce que l'on peut attendre d'une rencontre diplomatique, et qu'effectivement c'est l'intervention de J.D. Vance qui relayait des éléments de désinformation émanant du Kremlin qui a envenimé les choses. Et c'est ce qui conduit certains analystes à considérer qu'il s'agissait d'un guet-apens pour mettre en scène la réalité qui est celle d'un tournant historique, diplomatiquement parlant, ce moment où les États-Unis se sont alliés au Kremlin. Je donnerai juste 2 éléments factuels pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, les États-Unis ont démantelé tous les services chargés jusqu'alors de lutter contre les ingérences russes. Il s'agit des services de contre-ingérence au sein du FBI, il s'agit des services de contre-ingérence du département d'État, il s'agit des services de contre-ingérence également cybernétique de CISA. Et aujourd'hui, non seulement ces agents fédéraux n'ont plus le droit d'enquêter sur les ingérences russes, mais l'emploi même du mot désinformation leur a été interdit au département d'État. Nous sommes dans une situation tout à fait inédite. Je crois que Donald Trump a déclenché une guerre mondiale contre la vérité factuelle. Justement, en parlant de la vérité factuelle, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que, et là aussi c'est historique, il y avait des agences de journalisme, comme par exemple AP, qui n'étaient pas accréditées justement à cette réunion, qui avait été bannie, on peut le dire, par Donald Trump, parce qu'elle n'avait pas voulu appeler le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique, et au contraire, d'autres journalistes avaient été accrédités par Donald Trump. Vous allez voir qu'il y en a un qui s'est fait remarquer, il vient d'un journal plutôt conservateur, MAGA, on peut le dire, et il a osé poser une question à Volodymyr Zelensky. Écoutez. Pourquoi vous ne portez pas un costume? Vous êtes le plus haut fonctionnaire de ce pays. Vous refusez de porter un costume? Est-ce que vous détenez un costume? Il y a beaucoup d'Américains pour qui cela pose problème que vous ne portiez pas de costume. Je porterai un costume quand cette guerre sera terminée. Peut-être un costume comme le vôtre. Peut-être un meilleur, ou pas. Je ne sais pas, on verra. Peut-être quelque chose de moins cher. David Collomb, que dire justement de ce nouveau tri entre les journalistes accrédités ou pas au bureau ovale? D'abord, je rappellerai que Churchill, lorsqu'il est venu solliciter l'aide des États-Unis en 1942, ne portait pas non plus de costume. Je rappellerai qu'Elon Musk ne porte jamais de costume et que personne ne le lui fait remarquer à la Maison-Blanche. Maintenant, le tournant historique, c'est cette décision prise par la Maison-Blanche de choisir désormais les journalistes qui auraient accès au président. C'est inédit depuis la fin du mandat Nixon, et cela s'est traduit par cet événement assez rare qui a été la présence inopinée, semble-t-il, du correspondant de l'agence d'État russe TASS à la Maison-Blanche, tandis qu'en avait été écarté non seulement AP, mais Reuters, les 2 grandes agences de presse mondiale. Donc il y avait un correspondant russe dans ce bureau ovale, qui avait été donc accrédité par la Maison-Blanche? Alors, la Maison-Blanche dément... Parce que ça a été démenti, justement. La Maison-Blanche dément avoir autorisé cette personne à entrer au bureau ovale, ce qui fait alors planer des doutes sur la sécurité de la Maison-Blanche. Il a été exfiltré par le Secret Service. Mais en tout cas, quand on parle de guerre contre la vérité factuelle, elle commence par le choix des journalistes qui accèdent
à l'information. Le fait que des journalistes proches de mouvements conspirationnistes, tels que celui que vous avez cité, soient désormais accrédités au plus haut niveau, est le reflet de l'avènement aujourd'hui aux États-Unis d'une conspicratie. Ce sont les adeptes de théorie du complot qui sont au pouvoir, à commencer par le plus grand d'entre eux, qui est bien évidemment Donald Trump. Quand on voit ces images justement qui ont été générées par l'intelligence artificielle de cette fausse bagarre, on pourrait aussi citer par exemple Donald Trump qui a utilisé l'intelligence artificielle justement pour exposer son projet. Cette vidéo était assez lunaire, on voyait justement des statues dorées pour montrer la nouvelle Riviera qu'il pourrait faire à Gaza. Comment est-ce que justement ça fausse notre rapport avec la vérité, notre perception de la réalité? Comment est-ce que ça nous entraîne dans d'autres champs? Alors, cela fausse notre perception, d'abord parce qu'il devient plus difficile de distinguer le vrai du faux à mesure que ces outils se perfectionnent. Mais cela fausse aussi nos perceptions parce que ces outils d'intelligence artificielle sont utilisés pour inonder l'espace informationnel de contenu de désinformation jusqu'à fausser mécaniquement, automatiquement en quelque sorte, les résultats des moteurs de recherche, les résultats des chatbots. De sorte que nous assistons aujourd'hui à une fragilisation inédite de nos environnements informationnels par une pollution poussée par des acteurs malveillants, le plus actif en la matière étant le Kremlin, puisque 2 rapports récents font état de l'utilisation systématique de l'IA pour polluer les espaces informationnels occidentaux. On voit bien, David Colomb, que la Russie, c'est pas nouveau d'ailleurs, elle travaille à déstabiliser dans le champ informationnel nos sociétés. Et pris séparément, je parlais de l'Europe, elles n'ont pas encore trouvé, et d'ailleurs même unies, l'Union européenne, elles n'ont pas encore trouvé la parade. Pour autant, le phénomène n'est pas nouveau. Comment est-ce que vous l'expliquez et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est renforcer les moyens de lutter contre les campagnes d'ingérence et de désinformation. On voit bien aujourd'hui qu'en Europe, nous faisons face à un nombre d'acteurs malveillants plus nombreux qu'auparavant. Qui aurait pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a 1 an, que les États-Unis deviendraient un acteur de l'ingérence dans les élections européennes? Qui pouvait imaginer qu'une plateforme comme X serait un outil de déstabilisation? Qui aurait pu imaginer que des élections comme celles qui se sont déroulées en Roumanie auraient pu être déstabilisées par TikTok? Nous devons donc renforcer nos moyens de protection de nos espaces informationnels. Nous devons en même temps renforcer le système immunitaire au sein de nos démocraties. Le journalisme de qualité, le journalisme indépendant, les chercheurs sur la désinformation doivent être protégés parce qu'ils font aujourd'hui l'objet d'attaques qui sont systématiques. Mais tout ça, c'est défensif. Il y a des analystes américains qui disent qu'il faut retourner la table face à la Russie. Comment pourrait-on monter des opérations offensives contre la Russie ou contre la Chine ou contre d'autres États justement qui nous attaquent de façon permanente? Le discours est bien plus difficile qu'à l'époque de la guerre froide ou en Union soviétique et dans les pays de l'Est. Ma femme est roumaine, l'a connu Ceausescu. Il faisait des files d'attente pour aller s'acheter un bout de viande. C'est facile à l'époque de pointer du doigt les failles, les défaillances du système. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile. Comment aller à l'offensive? Il nous faut... Nous, Européens, être plus offensif, mais comment? Il nous faut disposer de nos propres outils d'information technologique. Mais sur quel sujet? Il nous faut d'abord, avant de parler de sujet, il faut parler des systèmes d'information. Il n'y a pas de souveraineté numérique à l'ère numérique il n'y a pas de souveraineté sans souveraineté numérique. Il nous faut nos propres médias sociaux souverains, intègres. Il nous faut, à travers ces réseaux sociaux, à travers l'influence de nos médias internationaux, propager nos valeurs, protéger la démocratie, non seulement en Europe, mais au-delà. Ronald, vous connaissez bien le Canada, qui est aujourd'hui l'objet d'attaques assez violentes de la part des proches de Donald Trump. Bien des pays démocratiques dans le monde sont aujourd'hui menacés par cette attaque inédite et d'une intensité extraordinaire contre les fondements même de nos sociétés démocratiques. Alors parlons justement de ce roi de l'information mondiale aujourd'hui, à savoir Elon Musk, qui a quand même 219 millions d'abonnés sur son réseau social X, qui diffuse l'information partout sur le monde avec ses satellites qu'on voit à l'écran justement, Starlink y compris en Ukraine, et qui avec son ministère, le DOGE, donc qui est chargé de couper dans les dépenses fédérales américaines, a réussi à récolter énormément de data sur tous les personnels de l'État. C'est le maître de l'information. Je crois que vous m'aviez dit hier au téléphone que Steve Bannon disait l'argent et l'information sont les 2 armes nucléaires tactiques de la politique moderne et Elon Musk peut les déployer à une échelle sans précédent.
Et ce, alors même que Bannon déteste Elon Musk et est en guerre ouverte contre lui, comme le reflétait récemment son discours à CPAC. Bannon, donc le gourou d'extrême droite qui a un temps a porté Donald Trump au pouvoir. Qui a un temps porté Donald Trump au pouvoir en 2016 et qui aujourd'hui se pose en l'équivalent trumpien d'un Goebbels pour Hitler, un propagandiste en chef, lui qui, je parle de Bannon, ne s'est jamais caché de son admiration pour Leni Riefenstahl et qui est un propagandiste parmi les plus doués de ce siècle. Aujourd'hui, Musk présente un défi tout particulier dans la mesure où X n'est pas la plateforme qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde, mais c'est celle qui compte le plus grand nombre de journalistes, de décideurs, d'experts. La bataille pour ce qui se dit sur X, c'est la bataille pour l'agenda médiatique, c'est la bataille des récits, c'est la bataille des perceptions. Et il a faussé le jeu depuis son arrivée au pouvoir en faisant modifier les algorithmes de la plateforme pour que son profil soit visible de tous les profils sur la plateforme, y compris ceux qui ne sont pas abonnés à son compte, et pour que chacun de ses tweets soit amplifié d'un facteur 1000, de sorte que la voix d'Elon Musk est pratiquement incontournable sur une plateforme dont il est le propriétaire. Pour vous, on peut parler d'une propagande moderne, d'une bataille de propagande en ce moment ? On peut parler d'une arme de désinformation massive à une échelle inédite. Quand vous songez qu'entre juillet et octobre, les tweets d'Elon Musk ont été vus 17 milliards de fois, c'est proprement vertigineux. Non seulement il dispose de la capacité de parler plus fort que tout le monde et de toucher pratiquement toutes les oreilles et d'imposer ses thèmes, y compris dans des émissions comme la vôtre, mais il a la capacité, grâce à l'argent qui est le sien, de passer à une échelle nouvelle les campagnes d'ingérence électorale. On aura peut-être un jour le temps de revenir sur ce qui s'est passé dans cette élection de novembre. Le rôle de Musk mérite d'être étudié avec soin parce que, pour ma part, je ne doute pas qu'il ait joué un rôle considérable dans le basculement des trois États clés qui ont décidé de l'élection.